Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous du mardi, magazine d'information du soir, 21h, le grand rendez-vous pendant 52 minutes. On va mettre le curseur sur des sujets qui font l'actualité. Deux principaux sujets depuis ce dimanche. Le premier, en lien avec l'assignation à résidence surveillée du ministre du Tourisme, Pascal Ogoé-Siphon. La presse s'est emballée, relayant cette information qui met sous les feux des projecteurs une affaire liée à 10 milliards de francs CFA destinés donc à des projets dans le cadre de la politique de vulgarisation, des réformes à mettre en relief pour doper le secteur du tourisme au Gabon. 10 milliards de francs CFA qui auraient disparu des caisses de l'État. Le ministre Pascal Ogoé-Siphon, qui est donc attendu par l'appareil judiciaire dans le cadre de cette affaire. Le second volet de l'émission sera consacré à la santé et vous l'avez suivi, la passe d'armes à travers des vidéos, des communiqués entre le conseiller spécial du président de la République, directeur général du SAMU social, Wenceslas Yama, et le ministère de la Santé publique au sujet des cas de résurgence de la Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé, à travers un communiqué qui a donc appelé au calme pour briser la psychose naissante, et le patron du SAMU social qui a d'ailleurs fait une vidéo ce 2 décembre 2025 dans laquelle il est revenu sur ses propos afin de pouvoir évidemment éviter que la psychose ne puisse s'installer au sein de la cité et d'ailleurs partant dans tout le Gabon. Et pour faire le point sur ces deux sujets d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous, Jean-Christian Combina, journaliste, analyste politique, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Je reçois également Félicien Rodrigue Mvoise en qualité de militant, d'acteur politique et militant du Parti démocratique gabonais. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous, afin que nous puissions décrypter ces deux sujets d'actualité. Le premier en lien avec la politique et la justice, puisqu'il s'agit d'une affaire finalement judiciaire avec l'assignation à résidence surveillée. On le sait depuis dimanche soir du ministre du Tourisme, Pascal Ogoé-Siphon. Cette affaire a été révélée par la presse, par Média Afrique Média News. Et ensuite, la machine médiatique s'est emballée pour annoncer donc l'assignation à résidence surveillée du ministre du Tourisme. Comment interpréter, Jean-Christian Combila, cette affaire? Quel regard avez-vous sur cette assignation à résidence du ministre du Tourisme? On rappelle évidemment que jusqu'à ce moment où nous sommes en train d'émettre, le ministre du Tourisme est considéré évidemment comme étant un présumé innocent dans cette affaire. Écoutez, M. Pambo, c'est une affaire qui défraie la chronique, puisque nombreux sont les confrères qui ont relayé cette information. Nous faisons confiance à nos confrères qui font mention de cela, mais nous n'avons pas, en tant que tel, eu une communication officielle, n'est-ce pas, de la part du gouvernement, prouvant ou évoquant cette présumée assignation à résidence de ce membre éminent du gouvernement. Donc, à ce stade, la prudence doit être de mise, tout en faisant confiance, n'est-ce pas, aux différentes sources qui ont révélé l'affaire. On sait que chez nous, au Gabon, l'adage selon lequel il n'y a pas de fumée et sans feu est souvent relayé en pareilles circonstances, mais vraiment à ce niveau précis de l'évolution des choses, nous n'avons pas encore la preuve de ce que véritablement M. Pascal Ogoé-Siphon est assigné à résidence. Donc, en ce qui me concerne, ce que je note, c'est que
effectivement, il y a aujourd'hui de plus en plus, et au lendemain du procès de la Yang Team récemment tenu par la Cour criminelle spéciale, donc ça fait que de plus en plus les personnalités politiques vont être soumises vraiment à une sorte de paparazzi en termes d'attitude de nos confrères qui vont épier les moindres gestes de ces derniers, les moindres informations en lien avec la justice qui vont être rendues publiques vont sans doute prendre des dimensions éléphantesques. Donc vraiment à ce niveau-là, en ce qui concerne cette affaire autour du ministre Pascal Ogoué-Sifon, nous n'avons pas encore vraiment les tenants véritables et les aboutissants de cette affaire parce que la justice ne s'est pas encore exprimée, parce que le gouvernement ne s'est pas encore exprimé. Mais encore une fois, nous sommes là dans un contexte post-procès de la Yang Team et donc la relation justice et politique va forcément de plus en plus faire la une des journaux. Rodrigue Félicien Mvunga, donc cette affaire a été rendue publique par les médias, on l'a dit, depuis le dimanche dernier, en début de soirée. Ensuite, elle s'est amplifiée lorsque la machine médiatique s'est emballée durant la journée du 1er décembre, donc ce lundi 2025. Est-ce que le silence observé par le ministère de la Justice à cet effet ou l'appareil judiciaire pourrait faire croire que cette affaire n'est pas vraie? Non, je ne pourrais pas le dire. Vous aviez indiqué tout à l'heure que Afrique Media News, je pense, est une structure privée. Je pense que le président a déjà fait une interview dans ce média. Le deuxième média, comme nous avions vu longuement dans les réseaux sociaux, c'est Gabon Media Time, dont le directeur de la publication se trouve encore être en détention. Non, il a été libéré. Il a été libéré. Il a été libéré. Oui, depuis quelques semaines déjà, 2 semaines au moins. Oui. Donc c'est une bonne information. Donc pour moi, l'inquiétude réside du fait que l'information qui est distillée parle d'assignation à résidence. À partir de ce moment, qu'on dise qu'on a empêché un ministre de se retrouver hors de Libreville parce que, soi-disant, entre griffes, qu'il voulait quitter le territoire. Est-ce vrai? On peut faire valoir la présomption d'innocence, mais à partir du moment où on enclenche les procédures telles que l'assignation en résidence, à partir de ce moment, il y a 2 choses. Lorsque un ministre est assigné à résidence, il va sans dire, il y a une forte implication que ce ministre ne fait plus partie du gouvernement. Or, la logique aurait voulu que dès hier soir, que le gouvernement vienne lire une déclaration tendant soit à le relever de ses fonctions, soit à le suspendre pour que ses prérogatives soient exercées par un autre membre du gouvernement. Parce que si d'aventure, je vous ai dit qu'il y a la présomption d'innocence, mais si d'aventure, les faits qui se sont reprochés, parce qu'on parle de détournement de plus de 10 milliards, je pense que de mon point de vue, ça doit être un peu plus, parce que lorsqu'on fait les observations dans le cadre de son ministère, il y a eu la reconnaissance des sites, après reconnaissance des sites, il y a eu des constructions dans les différents sites de tout le pays, donc par des matériaux pas assez durables. Et la 3e phase devait être dans des constructions, comme on voit dans d'autres pays, des constructions modernes, des constructions suffisamment achevées. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre du passage de la 2e phase des constructions préfabriquées, des constructions que je dirais modestes, à la 3e phase des constructions plus modernes, avec des investissements assez lourds,
qui nécessite des gros moyens. Donc, à partir de ce moment, on peut se poser la question que oui, il y a peut-être eu des malversations ou des gré à gré. Est-ce qu'il n'est pas prouvé que, est-ce que les moyens mis à la disposition du ministre n'ont pas été déjà débloqués? À qui a-t-il débloqué? Donc, on se pose, en tant que citoyen, on se pose un certain nombre de questions qui peuvent nous amener à mieux comprendre. Donc, là, on se trouve dans un cas de l'analyse globale de la gestion de la transition, puisque nous sommes au parachèvement de la transition. Donc je pense que le cas de ce ministre pose le problème de la gestion dans la globalité. Comment la gestion s'est faite de manière globale, la gestion financière de l'ensemble de la transition. On va revenir sur cet aspect lié évidemment à ces 10 milliards de francs CFA dont on dit qu'ils auraient disparu des caisses du ministère du Tourisme. On est encore sur la forme évidemment quant à l'assignation à résidence surveillée du ministre Pascal Ogowe-Siphon. Jean-Christian Combila, c'est que Pascal Ogowe-Siphon est ministre du Tourisme. Donc, on apprend à travers les médias qu'il est donc placé, il est assigné à résidence surveillée. Donc, c'est le début d'une procédure judiciaire enclenchée par l'appareil judiciaire. On est bien là dans le cadre d'une procédure déjà enclenchée. S'il est placé en résidence surveillée, c'est que on lui reprocherait certaines choses. Donc, en attendant que la lumière soit totalement faite sur cette affaire, il est déjà placé en résidence surveillée. Ça veut dire que le code pénal reconnaît évidemment l'assignation à résidence surveillée comme étant le déclenchement ou un point essentiel de la procédure judiciaire ouverte. Monsieur Pambo, mais très franchement, je suis un peu mal à l'aise sur cette affaire, n'est-ce pas, qui défraie la chronique et qui est largement relayée par les médias. Cela dit, je suis mal à l'aise parce que M. Ogowe-Siphon est un membre éminent du gouvernement. C'est l'un des ministres les plus en vue du gouvernement de la République depuis la période de transition jusqu'à l'entame du nouveau septennat présidentiel. C'est un ministre qui a donné de la visibilité à un secteur qui jusque-là était le parent pauvre du gouvernement. Avant M. Ogowe-Siphon, on n'avait pas vu dans notre pays depuis 40 ans un ministre exprimer une totale fierté d'être promu à la tête du secteur du tourisme. Ce que vous dites est très intéressant, Jean-Christian Combila. Vous allez évidemment poursuivre votre explication pour essayer de mettre en relief le propos que vous êtes en train de dire en montrant justement l'intérêt qu'a manifesté Pascal Ogowe-Siphon pour le ministère du Tourisme. Ce qu'on se rappelle d'un membre du gouvernement, pour ne pas le citer, Jacques Adiaeno, je pense, qui avait, il y a quelques années de cela, été nommé à cette fonction-là, mais qui n'avait pas montré un intérêt bien prononcé à occuper la fonction de ministre du Tourisme. C'est connu. Et donc, aujourd'hui, le secteur du tourisme est devenu un secteur économique capable de contribuer à la fois à la croissance économique, mais également à la résorption du chômage, à la création d'emplois dans notre pays. Et donc, c'est devenu un ministère véritablement contributeur, n'est-ce pas, à la croissance du budget de l'État. Donc, M. Ogowe-Siphon a fait, de notre point de vue, en tout cas, beaucoup de nos compatriotes le pensent, il suffit de lire sur la toile l'étonnement qui est exprimé par nos compatriotes, qui s'étonne de voir un tel ministre déterminé à remplir de façon consciencieuse la mission que lui a assignée le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, être mêlé à cette affaire. Et c'est pour cela que nous pensons que le gouvernement ne peut pas rester aussi longtemps muet, d'autant que l'un de ses membres éminents est aujourd'hui pointé du doigt. Et lorsque un membre du gouvernement est pointé du doigt, c'est pratiquement toute l'image, n'est-ce pas, du gouvernement qui est questionnée. Donc,
en tant qu'expert en communication, je note qu'il y a là un déficit de communication de la part de l'exécutif pour apporter la clarté nécessaire autour de cette affaire et emmener les uns et les autres, n'est-ce pas, à être définitivement fixés. Mais dans tous les cas, si les faits qui sont reprochés, n'est-ce pas, à M. Goué-Siffon en termes de management financier de son secteur ministériel sont avérés, ce serait des faits assez graves. Ce seraient des faits assez graves qui compromettraient véritablement la continuité de sa présence au gouvernement. On n'en est pas encore là, évidemment. Et donc, oui, si l'assignation à résidence qui est inscrite dans la dynamique pénale est avérée, il y a nécessairement un besoin de communication de la part du gouvernement pour situer les populations, n'est-ce pas, sur les tenants et les aboutissants de cette affaire et pour pouvoir fixer les gens sur ne serait-ce que le sort politique qui doit être réservé à chaque ministre désormais qui serait cité dans de telles affaires, dans de telles affaires. Mais pour le moment, encore une fois, vraiment, M. Pambo, M. Goué-Siffon est présumé innocent jusqu'à ce que la justice fera son travail et le déclarera finalement coupable dans cette affaire. Et donc, personnellement, je me garde d'aller vite en besogne, n'est-ce pas, sur cette affaire, en attendant que le gouvernement, n'est-ce pas, puisse communiquer sur cette affaire-là. Alors, Félicien Rodrigue, vous, dans votre propos introductif, vous vous êtes un peu appuyé sur les réformes initiées par le ministre du Tourisme, Pascal Goué-Siffon, dès son arrivée à la tête de ce département ministériel, efforts qui ont été densifiés depuis 2 ans maintenant, réformes sur le plan législatif et réglementaire pour mettre en place un cadre législatif qui puisse faire en sorte que la politique du tourisme au Gabon arrive à impacter, notamment sur le budget de l'État, des réformes qui ont également abouti à travers l'organisation de deux grandes caravanes touristiques saluées, appréciées par les touristes nationaux et ceux venus hors du Gabon. On a vu ces caravanes sillonner quasiment tout le pays pour le bonheur des touristes et des populations gabonaises, mettant souvent en relief le savoir-faire de notre pays sur le plan culturel, sur le plan gastronomique, notamment. Ce sont des aspects positifs, mais vous semblez être inquiet justement par rapport à une telle organisation, c'est ça? Non, non, je ne suis pas inquiet. Je ne peux que me réjouir si la destination Gabon est davantage appréciée, si elle est davantage reconnue à l'extérieur. Non, on ne peut que se réjouir. Moi, en tant que Gabonais, et je pense que y compris vous. Non, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut bien cerner le problème. Et je m'inscris en faux parce que si la procédure pénale est enclenchée, il y a une différence. Le gouvernement, c'est désormais le président de la République qui est chef du gouvernement. Donc le gouvernement, en réalité, ne peut pas communiquer. La meilleure façon de communiquer du gouvernement est de pouvoir faire la réparation, parce que si d'aventure, ce qui est avancé n'est pas suffisamment prouvé, parce que je vous ai dit que la phase d'implémentation des structures assez lourdes, parce que depuis la transition, parce que ça amène les citoyens que nous sommes à nous poser les bonnes questions. Parce que le ministre Goué-Siffon, il ne faut pas qu'il soit comme un trophée, dans le sens qu'on va dire que bon, on va exposer tel ministre parce que tout simplement il faut gagner l'opinion, ou on va exposer pourquoi un tel ministre, pourquoi pas un autre, pourquoi tel fonctionnaire, pourquoi pas tel autre gestionnaire. Donc je pense que pour que nous soyons justes, et j'ai posé la question à les membres du gouvernement, moi j'en parle publiquement parce que j'ai posé la question à 6 ou 7 membres du gouvernement pour savoir, pour avoir parce que je venais sur le plateau, donc il fallait que j'ai la position des membres du gouvernement. Est-ce que dans la première année d'exercice, en 2023, et est-ce qu'en 2024, il y a eu une progression de vos budgets?
Certains ont dit oui, on a eu, par exemple, aux mines, j'ai eu des gens qui ont dit oui, il y a eu une progression de budget, mais après, les choses se sont détériorées. Donc, si on a des cas de figure dans différents ministères, ce qu'il faut analyser, c'est maintenant quelle était la gestion globale, parce qu'il s'avère quelque chose qui peut tirer un lien dans ce qui est reproché au ministre Siffon. Parce qu'en réalité, l'exception qui est reconnue dans le cadre des marchés, vous allez voir que depuis la Ve République, ça ne fait que 1 ou 2 mois qu'on voit les appels d'offres. Mais avant, l'exception était la règle. Ça veut dire que tout se faisait par le gré à gré. Et c'est le gré à gré que vous allez à la mairie de Libreville, qui ont rendu les Libanais très riches. Le gré à gré, vous allez dans les autres mairies, que ce soit au Vendo, etc. C'est la même chose qui se passait dans les ministères. Parce que c'est pourquoi il faut bien analyser la profondeur de la situation. Parce que c'était le gré à gré. Et le gré à gré, vous pensez que c'est basé sur l'urgence. Bon, là, vous êtes déjà dans l'analyse du dossier. Je suis dans l'analyse du dossier. Dans l'analyse du dossier au fond. Oui. Alors que vous ne semblez pas avoir des éléments probants qui puissent vous permettre de pouvoir justement tirer de telles conclusions. Puisqu'il n'y a aucune communication qui est faite de façon officielle justement par l'appareil judiciaire sur le fond. Tout ce qui a été présenté par la presse, par les médias, c'est qu'il y aurait 10 milliards de francs CFA qui seraient ou qui ont disparu des caisses du ministère du Tourisme, d'où l'assignation à résidence surveillée du ministre Pascal Ogowe-Siffon. C'est l'information générale qu'on a jusqu'au moment où on est en train d'émettre. Oui, Jean-Christian Kombila. Oui, en venant sur ce plateau, j'ai pu échanger avec quelques fonctionnaires du ministère du Tourisme, auxquels je demandais comment se portait le cabinet. Ce que j'ai eu comme retour d'information, c'est que le ministre Pascal Ogowe-Siffon est serein et qu'il est confiant en lui-même et qu'il ne doute pas un seul instant que la vérité triomphera dans cette affaire-là. Autrement dit, il observe une zen attitude. Ça, c'est l'information que j'ai eue en venant au plateau, n'est-ce pas, de la part de certains de ses collaborateurs. Maintenant, encore une fois, l'emballement médiatique peut se comprendre. Nous sommes dans un contexte post-procès Yang Team. Oui, mais Jean-Christian Kombila, la responsabilité des médias, justement, notamment dans les affaires judiciaires, est-ce que tel que c'est présenté par les médias, on a l'impression qu'on a déjà trouvé un coupable. La responsabilité des médias dans le traitement de certaines questions d'une sensibilité avérée. C'est ça le problème, justement, au nom de l'éthique et de la déontologie journalistique. Oui, mais M. Pambou, je ne veux pas critiquer de façon tout à fait infondée les médias, mais encore une fois, la responsabilité éditoriale de chaque média est engagée. Et lorsque les médias se prononcent sur des faits quelconques, qu'ils soient des faits aussi importants que ceux-là, ou bien d'autres faits. Mais encore une fois, à ce niveau des débats, je n'ai pas eu d'informations officielles venant de la part du gouvernement. Parce que lorsqu'un membre éminent du gouvernement est pointé sur la place publique avec une affaire comme celle-là qui intervient au lendemain du procès de la Yang Team qui a été mondialement suivi, n'est-ce pas, le gouvernement ne peut pas laisser une telle situation perdurer et ne pas communiquer. Il y a un ministre porte-parole du gouvernement. Et je pense que les journalistes que vous êtes pourriez, n'est-ce pas, aller solliciter le porte-parole du gouvernement pour en savoir davantage. Mais la difficulté aussi pour les médias, justement, c'est ce silence observé par le gouvernement via soit le porte-parole ou même le ministère de la Justice, c'est-à-dire que les médias, que les journalistes n'ont pas les éléments suffisants pouvant aider la presse à pouvoir informer de façon claire l'opinion nationale et internationale sur cette affaire.
Bien sûr, M. Pambo, et vous avez tout à fait raison lorsque vous le dites. Mais encore une fois, à ce stade-là, la vérité médiatique n'est pas forcément la vérité de la justice. Encore que la vérité de la justice n'est pas toujours la vérité absolue, n'est-ce pas? Donc, autant il y a des erreurs judiciaires dans les jugements qui sont rendus, autant il peut y avoir une erreur d'appréciation, n'est-ce pas, du côté des médias. C'est pour cela qu'à ce stade, concernant cette affaire qui concerne un membre éminent du gouvernement, un membre parmi les plus actifs du gouvernement depuis la transition jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut savoir raison garder et espérer que assez rapidement nous ayons une communication officielle de la part du gouvernement ou précisément de la part du ministère de la Justice, n'est-ce pas, ou même du parquet de la République, n'est-ce pas, au nom de la séparation des pouvoirs, pour pouvoir édifier l'opinion nationale et internationale sur cette affaire, n'est-ce pas, et qui est encore une fois préoccupante, car elle révèle qu'au Gabon, le maniement des deniers publics n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Alors, vous parliez justement, après l'échange que vous avez eu avec certains acteurs ou fonctionnaires du ministère du Tourisme, que le ministre Pascal Ogowe-Sifonds dit être serein. Et d'ailleurs, on a vu dans la presse, sur les réseaux sociaux, notamment un tweet, semble-t-il, à mettre à l'actif de Pascal Ogowe-Sifonds, qui a pu exprimer son état d'esprit actuel. Alors, il dit bonjour à tous, je demande à tout le monde de rester calme. Il était temps que toute la lumière commence à ressurgir. Sur ce dossier, mon honneur sera rétabli. Alors, il dit, on le prend un peu des pincettes. Ça a été présenté comme étant une communication faite par Pascal Ogowe-Sifonds. Il parle bien de dossier, commence à ressurgir. Il dit bien, il était temps que toute la lumière commence à ressurgir sur ce dossier. Ça veut dire que donc il y a un dossier. Il y avait déjà cette affaire, une affaire donc de 10 000. Il y a forcément un dossier. Monsieur Pambo, tout à l'heure, vous avez parlé des caravanes touristiques successives qui ont mobilisé l'opinion nationale et qui ont permis de révéler, n'est-ce pas, le potentiel touristique de notre pays, le potentiel artistique et culturel de notre pays à la face de la nation, à la face du monde. Donc, oui, le ministère du Tourisme est devenu attractif, le ministère du Tourisme est devenu un ministère visible, les fonctionnaires du ministère du Tourisme revendiquent cette appartenance, n'est-ce pas, à ce département ministériel. La fierté leur a été redonnée, la dignité a été restaurée, n'est-ce pas, dans ce département ministériel. Et donc, forcément, l'attrait que suscite aujourd'hui ce ministère n'est pas à exclure, n'est-ce pas, en termes de lien à faire entre le moment où survient cette affaire, n'est-ce pas, qui touche précisément le ministre Pascal Ogowe-Sifonds et la perspective de remaniement du prochain gouvernement qui sera... Jean-Christophe Combela, vous êtes en train d'aller vite. Vous êtes en train d'aller... Vous voyez les liens. Quand vous faites un lien entre cette affaire et le remaniement du gouvernement, vous pensez que... Non, mais on ne peut pas, M. Pambo, on ne peut pas ne pas faire de lien ou relever, n'est-ce pas, la particularité du moment où cette affaire surgit, qui met en cause Pascal Ogowe-Sifonds, et la perspective, n'est-ce pas, de remaniement gouvernemental qui pointe à l'horizon. Car voyez-vous, encore une fois, le ministre Pascal Ogowe-Sifonds est sur la sellette aujourd'hui, le département ministériel du tourisme est sur la sellette aujourd'hui, et on voit bien que c'est devenu un département ministériel attractif. Donc on ne peut pas faire le lien entre le moment et la perspective, n'est-ce pas, de remaniement ministériel. Puisque le ministre du Tourisme est assigné à résidence surveillée, ça veut dire que donc il y a un processus qui est enclenché à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faut que l'appareil
judiciaire aille jusqu'au bout de cette affaire, de cette opération, pour qu'il y ait manifestation de la vérité. Oui, non, tout le monde veut la manifestation de la vérité. Je vous ai indiqué depuis le début qu'il y a la présomption d'innocence. Et que j'ai indiqué aussi qu'il ne faut pas que cette affaire, on crée un bouc émissaire parfait. Je l'ai indiqué. J'ai indiqué ici, et Dieu merci, le tweet que vous faites passer révèle que le ministre Sifor lui-même dit son honneur sera rétabli. Donc, il donne une indication, c'est une forme de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulions bien faire les choses pour dissocier, parce que quand quelque chose est enclenché, il ne faut pas qu'il y ait une forme de protection au niveau des instances gouvernementales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu, le gouvernement, à travers le président de la République, chef du gouvernement, aurait pu suspendre le ministre Pascal Siffon le temps que l'enquête s'accélère, parce que il est, pour moi, de mon point de vue, il est inadmissible qu'un ministre soit en résidence surveillée et en fonction. Donc, il était plus judicieux de faire en sorte que le ministre soit suspendu, du moins dessaisi de ses fonctions, quitte à le rétablir, parce que la réalité, c'est que son honorabilité a déjà pris un coup. Or, est-ce qu'on va permettre, parce que c'est là où je voudrais en venir sur les journalistes ne peuvent pas aller très loin. Ils savent qu'ils peuvent être poursuivis. Mais il ne faut pas que... Non, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Oui. Les journalistes ne peuvent aller loin que s'ils ont les éléments, oui, les éléments et plausibles qui permettent aux journalistes de pouvoir justement aller dans le fond de l'affaire. Donc au moment où nous sommes en train de mettre, on nous dit, on n'a aucun élément. Comment voulez-vous que les journalistes aillent dans le fond de l'affaire? C'est l'appareil judiciaire déjà de pouvoir mettre sur la place publique. C'est l'appareil judiciaire, c'est vrai, mais lorsque les journalistes participent à jeter les 10 milliards, plus de 10 milliards n'est pas sorti des journalistes. Ils ont reçu cette information quelque part. Moi, je vous ai indiqué sur ce plateau, j'ai dit que c'est plus de 10 milliards. C'est parce que je connais un peu le dossier. Je vous dis que c'est un peu plus de 10 milliards et que je vous ai indiqué qu'il y a eu ce que l'exception a été la règle durant toute la transition. Peut-on nous dire de manière claire sur ce plateau non, c'est vous qui avez dit que vous avez les informations. Oui. Donc, c'est à vous d'être clair. Oui. Si vous les avez, peut-on être clair? Combien a-t-on trouvé au niveau de l'Assemblée nationale? Comment ça a été géré? Combien on a trouvé au Sénat? Combien on a trouvé dans n'importe quel ministère? Autant de ministères que vous voulez. Mais vous regardez dans l'ensemble du pays, regardez vous-même. Faites le tour des quartiers de Libreville. Il y a encore des pancartes. J'en viens. Il y a encore des pancartes écrites financement CTRI. Le CTRI finance des activités. C'est pour vous dire que quand on a érigé, ce n'est pas M. Pascal Aigouan qui a érigé l'exception qui devient la règle depuis le début de la transition. Donc, c'est cette exception, c'est pourquoi il faut aller au fond des choses, c'est cette exception qui a encouragé, s'il y a des malversations, s'il y a des choses à reprocher, vient du fait qu'on a généralisé une exception et qu'on a pris cette exception comme règle de gouvernance. C'est pour ça que le parquet, l'appareil judiciaire, évidemment, doit communiquer pour mettre sur la place publique les éléments en sa disposition qui permettent à la fois aux médias et à l'opinion nationale de pouvoir apprécier l'importance de cette affaire, puisqu'on parle de 10 milliards de francs CFA qui auraient disparu des caisses du ministère du Tourisme. Donc, au nom de la manifestation de la vérité, mais surtout au nom de l'impunité zéro prônée par le président de la République, chef de gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'appareil judiciaire a intérêt à pouvoir désormais mettre sur la place publique tous ces éléments-là qui vont permettre de pouvoir apprécier justement l'importance de l'affaire. Jean-Christian Combila. C'est un défi qui se pose à la communication dans le secteur de la justice aujourd'hui. Le chantier de la lutte contre la corruption a été lancé par le président de la République sous cette 5e République naissante. On a suivi avec le procès de la Young Team qui a été retransmis en direct par les médias publics nationaux qui ont permis d'exposer, n'est-ce pas,
le modèle de justice gabonais à la face du monde, ça a été une séquence intéressante de voir la justice gabonaise dialoguer avec le monde, être soumise, n'est-ce pas, à la critique de tous les professionnels de la justice. Et donc, cette fois encore, au sujet de cette affaire qui défraie la chronique, la justice n'a pas autre choix que de communiquer sur cette affaire comme elle a commencé à le faire avec le procès de la Young Team. Maintenant, tout à l'heure, dans le poste de M. Pascal Ogoué-Siphon, qui est révélateur, n'est-ce pas, du trouble que cette affaire a causé à tout le monde. En espérant que ce poste ait été authentifié. Oui, je crois savoir que ce poste a été authentifié. Monsieur Gouin, ceux qui l'ont approché, je vous disais, m'ont rapporté qu'il est serein, il est sûr de son affaire, mais il est conscient, en effet, que ses proches, n'est-ce pas, ses collaborateurs, sa famille politique, sa famille nucléaire, ses amis, ont été troublés par la monstruosité de cette affaire grossière, n'est-ce pas, qui impacte son honorabilité. Et comme il dit, je demande à tout le monde de rester calme. Ce tout le monde-là, c'est essentiellement ses collaborateurs d'abord, c'est essentiellement sa famille politique, essentiellement ses électeurs, essentiellement tous ceux qui lui font confiance et qui ont vu en lui un patriote déterminé à accomplir de façon républicaine et consciencieuse la mission qui lui a été assignée par le président de la République. Un patriote qui reconnaît qu'il y a un dossier. Oui, il a bien dit dans son poste. Il y a un dossier. Oui, il y a un dossier. Anguille sous roche, il y a quelque chose, il y a une affaire. Non, pas forcément anguille sur roche, mais il y a forcément une situation qui nécessite de la clarté et nous espérons que la justice, n'est-ce pas, va s'employer à apporter la clarté autour de cette affaire car il s'agit encore une fois de deniers publics importants qui sont manipulés et dont on s'interroge de la direction qu'ils ont pris. D'accord. On referme donc le premier tiroir de cette émission pour ouvrir le second en rapport avec la santé. Et vous l'avez suivi également depuis le week-end dernier, une déclaration faite par le directeur général du SAMU social, Wenceslas Yaba, au sujet de la résurgence des cas de Covid-19 dans notre pays. Après, évidemment, un post fait sur les réseaux sociaux qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran, à l'antenne, qui résume la pensée de Wenceslas Yaba. Le SAMU social alerte, la grippe qui circule serait liée à un récent variant de la Covid surnommé Frankenstein. Alors ça, c'était donc le premier acte de la sortie du directeur général du SAMU social qui par la suite a fait une vidéo pour être un peu plus clair sur cette affaire. Ensuite, le ministère de la Santé a donc réagi à travers un communiqué officiel. Comment vous permettre également de voir le communiqué du ministère de la Santé dans lequel le ministère de la Santé fait le point après la vidéo de Wenceslas Yaba, une vidéo qui a été virale, abondamment commentée sur les réseaux sociaux et les populations qui évidemment s'interrogeaient sur le silence, sur le mutisme observé par le ministère de la Santé à propos de cette résurgence des cas de Covid, Covid-19. Alors pour couper court à toute forme de psychose, le ministère de la Santé, merci de nous mettre le communiqué du ministère de la Santé à l'écran, le ministère de la Santé donc qui a tenu à réagir également à travers un communiqué qui permet de voir et de mesurer la situation actuelle. Donc, le communiqué fait état de la présence au Gabon de 45 cas positifs au virus influenza responsable de la grippe saisonnière et de 17 cas positifs au SARS-CoV-2, donc la COVID-19. À ce jour, la COVID-19 présente un caractère endémique dans notre pays et ne constitue pas une urgence de santé publique. La grippe étant une maladie contagieuse, le ministère de la Santé recommande aux personnes présentant des symptômes
le port du masque dans les lieux publics, le lavage régulier des mains et de manière générale l'adoption des gestes de prévention habituels. Après ce communiqué rendu public officiel par le ministère de la Santé ce 1er décembre, le directeur général du SAMU social, Venceslas Yaba, s'est à nouveau exprimé dans une vidéo. Et là, on va vous permettre de voir, d'écouter justement le propos de Venceslas Yaba qui s'exprime dans la vidéo. Notre pays. Les chiffres donnés hier, dimanche 30 novembre 2025, par le ministère de la Santé démontrent qu'il n'en est rien. Il revient en effet au gouvernement, en particulier au ministère de la Santé, de décréter officiellement l'existence d'une pandémie. Et dans sa communication, ce ministère a plutôt fait état de la présence d'une grippe qui touche plusieurs individus et recommande aux personnes présentant des symptômes d'adopter des gestes habituels de prévention, comme le port du masque dans les lieux publics, le lavage régulier des mains. Le ministère précise même que la situation est sous contrôle. Aussi, je tiens à présenter mes excuses à celles et à ceux que ma communication a pu heurter, tout en réitérant qu'il faut s'en tenir aux communications du ministère de la Santé en la matière et naturellement respecter l'éthique et les codes de bonne conduite entre nous. Le 2 décembre de Venceslas Yaba, le directeur général du SAMU social, qui reprend un peu le fond de ce communiqué rendu officiel par le ministère de la Santé publique. Donc, il n'y a pas de situation alarmante en ce qui concerne donc la Covid-19 dans notre pays actuellement. Et Venceslas Yaba est donc revenu sur sa vidéo rendue officielle le 1er décembre dernier, dans laquelle il était formel sur une espèce de crise liée à la Covid-19 dans notre pays. Monsieur Pambo, nous nous souvenons tous de ce qu'a été la période confuse et dramatique de la Covid-19. Nous nous souvenons tous des conséquences négatives, n'est-ce pas, engendrées par la Covid-19, ici au Gabon et à travers le monde. Tout avait cessé d'exister, l'économie au ralenti, l'école au ralenti, le transport au ralenti, bref, tout au ralenti. Et donc, lorsqu'on évoque la question d'une résurgence possible de la pandémie, de la Covid sous une forme ou sous une autre, n'est-ce pas, cela ne peut que créer une psychose généralisée dans l'opinion publique. Ce débat sur la réalité ou non de cette pandémie à nouveau, c'est aux experts, n'est-ce pas, du ministère de la Santé d'apporter des réponses affirmatives et décisives à ce sujet-là. Mais ce qui, moi, m'interpelle, c'est cette forme de communication confuse, encore une fois, de la part de Wenceslas Yaba, n'est-ce pas, le patron du SAMU social. La question que je me pose, est-ce que le SAMU social est habilité, n'est-ce pas, à prendre l'initiative de porter la parole publique, la parole officielle, n'est-ce pas, sur cet état de fait et sur ce type d'annonce à faire à l'endroit de la communauté nationale et de tous les amis du Gabon établis sur le territoire national. Je pense qu'à ce niveau-là, la responsabilité de la communication officielle ne devrait pas être l'initiative de M. Yaba en tant que patron du SAMU social. Il y a
un ministère de la Santé, il y a un ministère régalien en charge de la santé publique, et je pense que c'est à ce département ministériel de porter la parole étatique officielle. D'accord, mais là, on est dans le fait fond, que M. Yaba... On est dans le fond et la forme, Jean-Christian Kombila. Oui. C'est-à-dire que premièrement... Mais la forme, c'est le fond qui monte à la surface. Oui, mais ce que l'on observe, évidemment, Rodrigue Félicien, c'est que la première vidéo réalisée par le directeur général du SAMU social, Wenceslas Yaba, a eu au moins le mérite de faire en sorte que le ministère public, donc le gouvernement, réagisse à travers un communiqué pour situer les populations sur la nature justement de la grippe dont sont victimes plusieurs personnes vivant au Gabon. C'est une situation vécue depuis plusieurs mois maintenant. On a fait le constat qu'il y a une grippe saisonnière qui a évidemment attaqué plusieurs personnes, dont certaines sont hospitalisées dans certaines structures. On a des parents, des amis qui ont été atteints par cette grippe saisonnière-là. Et la communication de Wenceslas Yaba, celle faite le 1er décembre, je crois, a eu le mérite au moins de faire en sorte que le ministère de la Santé publique réagisse. Et dans son communiqué, le ministère dit... le ministère de la Santé, conscient des inquiétudes suscitées par certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, tient à rassurer l'ensemble de la population. La situation épidémiologique nationale demeure sous contrôle et ne présente aucun caractère alarmant. Nous comprenons les réactions de nos concitoyens, particulièrement au regard des expériences vécues durant la pandémie de Covid-19 au cours de la période allant de janvier à novembre 2025. Le système national de surveillance a enregistré 45 594 cas suspects de grippe sur un échantillon représentatif de 401 personnes. Les analyses ont donc révélé 45 cas positifs du virus influenza, responsable de la grippe saisonnière, 17 cas positifs de la Covid-19. Donc, il y a au moins dans le propos de Wenceslas Yaba, dans sa première vidéo, il y a des cas de Covid-19 qui ont été révélé et confirmé par le communiqué du ministère de la Santé. Il y a bel et bien des cas de Covid-19. Mais, selon l'échantillon, ça ne représente aucun danger. Ce n'est pas parce qu'il y a 17 cas qui ont été identifiés que ça représenterait aujourd'hui une situation alarmante. Mais il y a au moins des cas qui existent. Vous venez de répondre abondamment à votre propre question. Oui, il fallait évidemment apporter ces éléments contenus dans le communiqué du ministère de la Santé. Oui, le communiqué du ministère de la Santé est clair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le ministère, vous l'avez dit, c'est mentionné dans le communiqué, il y a un comité de surveillance épidémiologique. Le problème, c'est que nous avons tous des parents. De manière alarmante, il ne m'est pas revenu des cas, que ce soit dans le Laurentum, dans l'Angounier, un peu partout. Donc, il y a une forme de surveillance et c'est le ministère qui s'en occupe. Il est toujours bon. M. Yaba s'occupe d'une structure qui reçoit certes des Gabonais, il peut déceler quelques cas, mais si quelques cas-là ne peuvent pas suffire, il peut alerter. Ce qu'il a fait est une bonne chose, c'est une excellente chose. On lui demandera toujours d'alerter, mais il ne peut pas se préoccuper outre comme si c'était le ministère, parce que le ministère le voit de manière globale, analyse la situation épidémiologique nationale. Et donc, le ministère a tenu à féliciter indirectement dans leur communiqué qu'il y ait des compatriotes qui, plutôt que d'avoir un caractère alarmiste, c'est bon déjà qu'ils puissent ils puissent signaler l'alerte que dans cette structure du SAMU social, il a reçu quelques cas. Et ce n'est pas mauvais. Ça participe à ce que des acteurs de la santé puissent relayer l'information. Il a joué son rôle, M. Yaba a joué son rôle de relayer l'information aux responsables qui prennent des décisions et qui regardent au vu de l'ampleur de la situation, décident. Or, pour le moment, il n'y a pas de péril en la demeure dans ce cas précis des Covid-19. Et tous ces cas, j'ai lu le communiqué du ministère de la Santé, les cas que nous vivons, plus que c'est des fièvres, c'est certainement des voyageurs, des gens qui reviennent des pays où cette épidémie
est plus mise en vigueur, d'où il demande aux gens de se protéger, de porter le masque dans les lieux publics, puisque la grippe se contamine facilement. Donc je pense qu'il y a des règles d'hygiène à respecter. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment parce que tout en souhaitant que lorsque des cas comme ça se signalent, il faut toujours relayer l'information au ministre de tutelle. Jean-Christian Combila, ce qu'on peut évidemment comprendre aussi par rapport à cette actualité, c'est que le ministère de la Santé publique, qui évidemment dans son communiqué est clair, la situation sous contrôle, pas du tout alarmante, mais il y a quand même 17 cas. Mais le ministère demande aux populations d'observer les règles d'hygiène les plus usuelles. Notamment, on a parlé du port de masque dans les lieux publics, le lavage régulier des mains et puis de manière générale l'adoption des gestes de prévention habituels. Ça veut dire qu'en principe, cette communication aurait dû être faite bien avant. Cette communication aurait pu être faite bien avant, en effet, mais elle aurait pu être faite autrement. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Nous sommes dans une société de l'oralité. Et cette société de l'oralité a beaucoup de cibles à toucher. Dans l'arrière-pays, le gros de la population ne lit pas, même lorsqu'elle sait lire, elle n'a pas toujours le temps de lire. Or, il y a des canaux différents dont doit se saisir le ministère de la Communication pour pouvoir amplifier son message, pour pouvoir le porter. Et il serait intéressant, n'est-ce pas, que la tutelle du ministère de la Santé prenne la parole publique pour venir porter ce message-là, tendant à rassurer les populations. M. Yaba s'est exprimé verbalement et il a été entendu par différentes couches de la population. Il serait bon que le ministère de la Santé aussi prenne la parole pour pouvoir venir rassurer les gens, parce qu'il n'y a pas que ceux qui savent lire, n'est-ce pas, qui sont concernés par cette situation et les conséquences dramatiques qui peuvent en découler. Encore une fois, la parole publique doit être mieux gérée, de sorte que la psychose ne s'installe pas dans l'opinion et que la sérénité demeure au sein de la communauté nationale. Merci Jean-Christian Combila. Rodrigue Félicien et vous, en guise de conclusion, votre propos sur les deux thématiques que nous avons abordées au cours de cette émission, notamment la première en lien avec cette assignation à résidence surveillée du ministre du Tourisme. Non, la première, mon point de vue, est suffisamment clair. Il faut faire le point de la gestion financière globale de la transition, parce que, je l'ai déjà dit sur ce plateau il y a de cela 4 semaines, il est anormal que les citoyens qui ont géré les deniers publics au nom du principe de l'amnistie puissent être dédouanés alors qu'ils ont géré les deniers publics, alors qu'ils ne sont ni comptables publics, ils sont des simples citoyens qui ont eu la chance d'être des délégués spéciaux et qui ont eu la chance d'appartenir au CTRI. Et le CTRI n'étant pas une institution aujourd'hui républicaine en place, ils doivent pouvoir rendre les comptes de manière globale. En fait, c'est ce que je retiens, pour qu'on n'ait pas le cas des boucs émissaires, comme le cas de M. Siphon Ivo. Il faut que nous ayons une justice pour rentrer dans la Ve République de manière sereine. Nous devons avoir une justice équitable, une justice qui lie le droit et une justice qui va au fond des choses. Aller au fond des choses, c'est de vérifier pourquoi l'exception est devenue la règle durant toute la transition. Merci Félicien Rodrigue. Jean-Christian Combila, votre conclusion. Écoutez, sur le premier point, je vais emboîter le pas à M. Evung. J'ai suivi sur un média public l'intervention du premier président de la Cour des comptes, M. Alex Motiangou, qui a rappelé l'émission de la Cour des comptes fort opportunément. C'est la première fois que je voyais le président de la Cour des comptes se soumettre à un interrogatoire
de la presse et des médias. C'est une bonne chose. La Cour des comptes est attendue. L'affaire qui défraie la chronique aujourd'hui et qui concerne le ministère du Tourisme est là encore une opportunité à saisir par le premier président de la Cour des comptes et ses collaborateurs pour pouvoir vraiment positionner la Cour des comptes comme une actrice majeure, n'est-ce pas, de la Ve République naissante, car dans le contexte post-procès de la Yang Team, les populations gabonaises ont entendu parler de trop de milliards au moment où elles souffrent à travers le pays, au moment où la pauvreté devient galopante, la précarité aussi. Et donc, le contexte s'y prête. Et la Cour des comptes est attendue au tournant. Merci Jean-Christian Kombila pour votre conclusion. Merci également d'être passé sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. Merci à vous, Félicien Rodrigue. À vous, merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.